French Touch. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Super. Si vous ne nous entendez pas, faites-nous des signes, des insultes, des cris, n'hésitez pas. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour parler de la question du changement climatique et de la manière dont les industries culturelles et créatives vont s'y adapter et prennent en compte le sujet. Peut-être pour rappeler à tout le monde un peu les enjeux. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat nous affirme que nous nous orientons vers une trajectoire à plus 4 degrés pour le climat de la France à la fin du siècle, ce qui va entraîner des pénuries d'eau, des pénuries d'énergie, des pénuries d'alimentation, et qui vont appeler à revoir notre modèle de société. On l'a vu cette année, on l'a vu l'année dernière, ce sont été des années de tous les records en matière climatique, et qui ont créé notamment des pénuries en matière alimentaire, comme je le disais, ou énergétique. On a perdu par exemple 20% de la production hydroélectrique, donc ce qui est une forme d'appel à la sobriété. Le Haut Conseil pour le climat nous disait depuis longtemps maintenant qu'il fallait atténuer le changement climatique, c'est-à-dire procéder à une décarbonation de notre économie. Aujourd'hui, il nous appelle très vivement à nous adapter, c'est-à-dire à prendre en compte les conséquences du changement climatique, adapter nos modes de vie et avoir des pratiques plus vertueuses. Quand on parle de ces enjeux, on a souvent tendance à penser en matière de décarbonation à celle de l'industrie lourde ou celle des transports. Mais il faut rappeler que les industries culturelles et créatives, parce qu'elles sont des industries, ont elles aussi leur rôle à jouer et leur part à faire. Elles doivent se décarboner, mais également adapter leurs pratiques, parce que le changement climatique va modifier à la fois leur mode de production, mais aussi l'essence même de leur production, et elles devront réfléchir à de nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les industries culturelles et créatives qui sont peut-être les plus emblématiques, car les plus industrielles, à savoir le cinéma et le prêt-à-porter. Et pour poser un état des lieux et esquisser des solutions, j'accueille aujourd'hui Juliette Vigoureux. Vous êtes experte des enjeux écologiques pour le cinéma et fondatrice du cabinet de conseil La Base. Et j'accueille également Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Alors peut-être pour démarrer, Juliette, quand on parle de décarbonation et d'adaptation, on n'a pas forcément le cinéma à l'esprit en premier lieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des enjeux et de la prise en compte de ces enjeux par le secteur aujourd'hui ? Bonjour. Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs, c'est vrai pour le cinéma, mais c'est vrai pour l'ensemble des ICC, de la culture de manière générale. On a eu tendance à soit ne pas intégrer, soit voire même opposer et poser l'exception culturelle à cet endroit-là, de dire nous, on est des artistes, nous, on crée, et à ce titre, on ne va pas se préoccuper de ce type d'enjeu. Donc, parce qu'on n'est pas responsable ou parce qu'on est peu responsable. Il ne faut pas, à mon avis, poser l'enjeu de la responsabilité, mais plutôt celui de la dépendance. La culture, le cinéma, pour ce que je connais le mieux, est dépendant des énergies fossiles et dépendant de tout un tas de ressources, et à ce titre est vulnérable en cas de choc climatique ou de choc énergétique. On l'a vu notamment avec la crise énergétique de l'hiver dernier, où je travaillais avec des théâtres. Tout un tas de théâtres a vu ses spectateurs annuler ses billets de théâtre parce qu'il n'y a plus d'essence et qu'il faut aller chercher les enfants à l'école. Et dans ce cas-là, l'arbitrage ne se fait pas en faveur de la culture. Donc la culture doit se décarboner, non pas par sens de la responsabilité et de contribution à un effort collectif. Ça, on peut l'avoir, mais surtout parce qu'elle est vulnérable. Et qu'à ce titre, si on aime la culture, si on a envie que les industries culturelles perdurent et la production culturelle, alors elle doit se poser les questions dès maintenant. Et comment le secteur prend en compte ces enjeux aujourd'hui ? Alors, pour ce qui est du secteur du cinéma, si vous m'aviez posé la question il y a 4 ans, je vous aurais dit qu'effectivement, personne n'en avait grand-chose à faire, à part des initiatives tout à fait isolées et qui, justement, reposaient sur un engagement, j'allais dire, éthique ou politique presque des acteurs culturels. Aujourd'hui, et notamment sous l'impulsion de l'action publique portée par le CNC, c'est devenu quand même presque incontournable comme sujet. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est au niveau de ce qu'on devrait faire en termes de décarbonation, etc. Mais enfin, en tout cas, le CNC commence à mettre en place des obligations dans certaines branches de la filière, comme dans la production, pour lesquelles il est désormais obligatoire de réaliser 2 bilans carbone. Je pourrais développer si ça vous intéresse. Mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire que la politique culturelle s'oriente vers de l'éco-conditionnalité, par exemple, et à ce titre, rend le sujet incontournable. Très bien, merci. Maintenant, je vais passer la parole à Yann. Alors, pour le coup, quand on parle de changement climatique, le prêt-à-porter est plus facilement ciblé et on a en tête peut-être des grands méchants comme Shein.
Et on pense aux manifestations qu'il y a eu récemment à Lille, avec la boutique éphémère qui s'était ouverte. Pour ce qui est du prêt-à-porter, quel est le niveau de maturité du secteur sur la question du changement climatique? Alors, le secteur est très mature sur sa contribution malheureusement au dérèglement climatique. Je rappelle, la mode, c'est la 7e industrie la plus polluante du monde. Donc on a quelque chose qui est dévastateur avec la mode. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a plein d'acteurs différents qui sont plus ou moins contributeurs malheureusement dans cette destruction. Il y a des acteurs comme Chine qui sont les pires. Pour une raison très simple, c'est que à 80% c'est du polyester, et de l'autre côté, de toute façon, c'est des matières et c'est des produits qui sont jetables. Et de ce fait, quand un acteur comme Chine produit 8000 nouvelles références par jour, quand la pièce moyenne est de 10 euros et qu'elle ne va être portée de toute façon que quelques jours ou quelques semaines, il abonde continuellement dans cette pollution. Et de l'autre côté, on a plein d'acteurs dans la mode qui, depuis maintenant des années, font des efforts. Parce qu'ils savent qu'ils sont une industrie polluante. C'est-à-dire, on est tous ici contributeurs. C'est-à-dire, on est tous obligés de s'habiller. Comment on s'habille tous? Il faut considérer, par exemple, qu'une paire de chaussettes, ça va être 100 points de vie pris à la planète. Un jean, ça va être 5000 points de vie pris à la planète. Mais en même temps, on sait aussi qu'on doit s'habiller. Donc, il y a une ligne de crête à trouver. Et le challenge, désormais, de l'industrie de la mode, c'est à la fois d'écarter les acteurs qui sont destructeurs, et de l'autre côté, sur ce nombre de points de vie, de comprendre comment est-ce qu'on arrive à mesurer les choses pour être dans la bonne limite. Et les pistes qui sont esquissées par le secteur, c'est quoi? C'est de la relocalisation en France, c'est de l'éco-conception, c'est le recours à d'autres matières? Alors 70% de la pollution, c'est dans la fabrication. Donc il y a nécessairement dans la partie fabrication la majorité du travail. Et de l'autre côté, c'est en fin de compte chacun d'entre nous. Parce que quand on prend un vêtement et qu'on ne le répare pas, quand on prend un vêtement qu'on ne le transmet pas, quand on prend un vêtement qu'on ne le revend pas et qu'on le jette, malheureusement à ce moment-là, on est aussi chacun d'entre nous contributeur. Donc la base, c'est d'un côté, je transforme la fabrication, et de l'autre côté, on change nos méthodes de consommation. Et à partir du moment où on arrive à faire ça, on aura cette ligne de crête qui permettra d'être sur la bonne, justement, sur la ligne des plus 1,5% des accords de Paris. Là, on a parlé un peu de la dimension industrielle, mais on peut supposer en tout cas que l'adaptation au changement climatique va modifier vos pratiques et notamment votre créativité. On se doute que les collections d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain quand il fera plus 4 degrés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle prospective est faite par le secteur, quelle vision des tendances est faite actuellement? Alors, on pourrait dessiner deux tendances. La première, c'est comment nos matières vont évoluer de façon à pouvoir gérer ce changement climatique. Il va faire plus froid, il va faire plus chaud. On aura aussi des vêtements qui seront plus techniques. On le voit, c'est déjà une évolution. Des marques comme Fusalp qui arrivent à monter, des marques comme Lululemon aussi qui arrivent à se transformer. Ce sont bien sûr des marques qui sont liées aussi à ces changements de consommation et ces changements climatiques. Il y a un deuxième aspect qu'on prend moins en compte, qui va être dans la créativité. Alors là, il y a deux bases. La première, c'est, pour l'instant, un Français moyen achète 50 vêtements par an. À partir d'un moment où il ne pourra plus en acheter 50, parce qu'on sait que, comme on l'a vu tout à l'heure, notre consommation entraîne de la pollution, et qu'il va en acheter uniquement 2, 3, 4, 5, 10, 15, est-ce qu'il achètera comme maintenant du vêtement jetable? Non, il va faire un choix entre deux types de vêtements, soit de l'intemporel, pour pouvoir le garder toute sa vie, soit au contraire du très créatif. Et dans le très créatif, l'intelligence artificielle devient intéressante, parce que pour aller encore plus loin dans cette créativité, je pense qu'on va pouvoir créer des vêtements qui vont nous donner encore plus de plaisir, comme c'était déjà le cas, en fin de compte, il y a 30, 40, 50 ans, quand on n'avait pas la surconsommation qu'on a actuellement. Très bien, je vous remercie. En tout cas, déjà, on comprend que le fait d'aller vers plus de sobriété n'est pas forcément incompatible avec la notion de plaisir, notamment le plaisir de se vêtir. Juliette, j'aimerais vous interroger également sur cette dimension de la créativité, mais notamment parce que vous connaissez bien le monde du cinéma. En quoi est-ce que la créativité dans les industries culturelles et créatives peut avoir une influence positive pour la prise en compte des enjeux du changement climatique? Et je pense ici notamment à la question des récits ou des imaginaires. Oui, un peu comme ce qui vient d'être dit sur la mode, c'est-à-dire qu'à la fois on parle du fond et de la forme.
sur le fond, réinventer la manière de s'habiller, raconter l'histoire de ce qu'est la mode. Sur les films, évidemment, on ne peut pas parler de culture sans parler du contenu. Donc, sur la partie des récits, qu'on pourrait mettre sous le chapeau récit, au-delà de toute la partie forme, de comment je produis un film, j'exploite ma salle de cinéma, j'organise un festival, en limitant le plus possible mon impact écologique. Sur le fond, sur les récits, il y a en effet tout un tas d'opérateurs qui se sont emparés du sujet depuis un certain nombre d'années. Et puis, il y a une association qui vient d'être créée, qui s'appelle CUT, Cinéma Uni pour la Transition. Je fais partie des membres fondateurs de cette association qui a la singularité d'être née de l'initiative d'un artiste, Jérémy Régnier, l'acteur-réalisateur, parce que, alors je ne sais pas si c'est le cas dans la mode, mais il est commun. De manière générale, l'idée c'est si on pouvait trouver des raisons pour ne pas questionner nos pratiques, parce que bien sûr que ça passe par des zones d'inconfort. Questionner des choses alors qu'on a toujours fait ainsi et qu'on sait de toute façon pas bien où on va, oui, on serait plus confortable en continuant comme si de rien n'était. Donc, on a cherché, pas le cinéma en particulier, de manière générale, tout un tas de raisons pour ne pas agir. On parlait de la forme d'exception culturelle. Et puis, il y a aussi l'argument de dire, on en a parlé aussi, on n'est pas les pires. C'est vrai, néanmoins, ça ne diminue pas. Une fois qu'on l'a dit, ça n'a pas diminué notre vulnérabilité. Et puis, il y a aussi, oui, mais les artistes doivent vouloir être libres, créatifs, s'exprimer. Et en fait, justement, ce qui est intéressant dans Cut, c'est que partant de l'initiative d'un artiste, ça vient raconter que, voyons-le, alors, il ne faut pas non plus, je pense, être complètement utopique et se dire le changement climatique est une formidable opportunité pour la créativité. Je pense malgré tout qu'il peut l'être. Enfin, il serait déplacé, je trouve, d'y voir une opportunité. Malgré tout, c'est simplement un nouveau cadre, au même titre qu'on a un cadre économique. On ne peut pas produire un film, on ne peut pas ouvrir une salle de cinéma avec tout l'argent du monde. On ne peut pas le faire avec ni toute l'énergie, ni tous les degrés du monde. On est contraint climatiquement, énergétiquement, écologiquement. Alors, comment j'invente dans ce cadre-là? Et effectivement, c'est aussi le propre de la culture. On parlait d'inventer des nouveaux modèles. La culture doit même contribuer à ça. Quand on est acteur culturel, c'est quand même souvent des métiers de vocation. Ce sont des choix qu'on a faits dans notre vie parce qu'on veut proposer, on veut inventer. Alors, peut-être qu'on invente parce qu'on y est contraint, c'est vrai. Mais malgré tout, il est certain qu'il y a tout un champ à explorer de ce point de vue-là. Donc, je sais que vous avez contribué au rapport du Shift pour décarboner la culture. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce rapport du Shift puisse être une source d'inspiration pour des films, des courts-métrages, des séries? Alors, ce serait formidable, évidemment. Ceci dit, le rapport du Shift, que je vous invite à lire sur le site du Shift Project, donc Décarbonons la culture. Il y a tout un chapitre consacré au cinéma, mais il y a aussi d'autres disciplines qui sont couvertes, ne s'intéresse que sur la forme. Le Shift commence maintenant à s'intéresser au récit, mais à l'époque, on a publié le rapport en 2021, on a vraiment travaillé sur la forme, donc sur la décarbonation de notre industrie. Pas tant que ça sur les récits. Même si aujourd'hui, le Shift, avec des associations comme Cut, mais aussi d'autres, je pense à Imagine 2050, je pense à l'écran d'après, je pense à la Fabrique des récits, qui sont tout un tas de structures qui s'interrogent sur comment faire évoluer les récits, notamment évidemment à travers des actions de formation. Et le Shift essaye de s'associer à cette dynamique-là, bien sûr. D'accord, je vous remercie. Après cette question des récits et d'avoir abordé la question industrielle, on voit aujourd'hui que l'innovation avance à grands pas, avec des progrès techniques qui sont certains, qui peuvent avoir des influences positives en matière de sobriété, etc. Mais on peut aussi observer des effets rebonds. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, d'une certaine manière, mieux réguler ces secteurs pour à la fois intégrer l'innovation, mais également éviter ces effets pervers? Et donc Yann, je vais retourner vers vous. Par exemple, en matière de prêt-à-porter, est-ce que vous voyez une manière d'avoir une régulation vertueuse qui permette à la fois aux acteurs économiques de se développer, mais également de limiter l'impact sur notre planète? Alors, je propose depuis quelques mois, je trouve une régulation qui s'avère assez vertueuse, qui est de bloquer l'ultra fast fashion. Parce que quand on bloque Chine, on bloque une boîte qui est passée de 0 à 30 milliards en l'espace de quelques années, qui ment sur ses prix, qui ment sur ses intitulés, qui fait travailler de façon esclavagiste ses collaborateurs, ses ouvriers. Donc il y a une base qui est quand on stoppe ses interlocuteurs, quand on stoppe ses acteurs,
obligatoirement, on va vers plus de sobriété. Ça amène à un vrai sujet sociologique qui est comment une certaine partie de la population qui n'a pas de pouvoir d'achat peut s'habiller. Donc ça ramène sur cette partie qui est comment des gens qui ont du mal à mettre plus de 3, 4, 5, 10 euros dans des vêtements, on peut les accompagner pour pouvoir toujours se vêtir avec le même plaisir que ceux qui ont plus de pouvoir d'achat. De ça, la seconde main est la meilleure base. Et il y a un autre problème sociologique qui est quand une personne a peu ou pas de pouvoir d'achat, acheter un nouveau vêtement, c'est une vraie richesse. Parce qu'il ne va pas parfois pouvoir partir au Maroc pour Noël, il ne va pas pouvoir partir en Asie aussi pour ses grandes vacances. Donc son plaisir, c'est aussi de s'acheter une petite robe à 5 euros sur Shein. Donc on doit réinventer derrière des modèles et on le voit si on stoppe Shein, est-ce qu'on va tomber sur un effet pervers justement qui est celui d'avoir un nouveau mouvement des Gilets jaunes? C'est une vraie question à se poser, politique, et une vraie question écologique derrière. Le deuxième suivi, c'est de se dire comment est-ce qu'on doit réguler. Et la régulation, on le voit comme c'est 70% de fabrication, il faut nécessairement moins fabriquer. Dans cette fabrication, on doit pouvoir se dire comment est-ce qu'on arrive, maintenant qu'on a moins fabriqué, à avoir toujours des vêtements. Le bonus réparation va clairement dans ce sens. Donc grâce à ce bonus, on va pouvoir chacun d'entre nous réparer plus facilement nos vêtements. Grâce à cette réparation, ils vont pouvoir aussi durer plus longtemps. Je crois dans un autre système aussi qui est la durée de vie des vêtements sans avoir besoin de réparation et donc dans de nouveaux matériaux, qui vont permettre à la fois d'avoir moins besoin de consommation d'énergie quand on les fabrique et en même temps sur une durée de vie qui est plus importante. Et je crois aussi dans cette capacité à pouvoir changer nos modes de fonctionnement dans l'ultra-consommation dans lequel on est. Et là, il y a une vraie problématique vis-à-vis des réseaux sociaux. Parce que quand un réseau social nous invite, de par la peur de manquer, de changer continuellement de sa façon de s'habiller, on a aussi envie continuellement d'acheter de plus en plus, comme le fait aussi très bien des interlocuteurs comme Shein. Donc une des régulations que je demande, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à réguler mieux aussi les réseaux sociaux pour avoir après moins envie de consommer comme on le fait maintenant. Donc il y a plein de ressources qui peuvent se faire dans un niveau très technologique du type une traçabilité optimum grâce à la blockchain. Il y a des vrais changements qui peuvent se faire avec plus de protectionnisme de façon à pouvoir couper un certain nombre d'interlocuteurs. Et après, plus d'écologie avec des nouveaux matériaux qui permettraient d'avoir une durée de vie plus longtemps de tous nos produits. Peut-être une petite question, une petite précision. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout du prêt-à-porter. Donc, comment est-ce que Shein a réussi à exploser et à s'imposer face à des acteurs qui sont soit mieux installés, plus anciens, pas forcément plus vertueux, et d'autres, en revanche, qui pratiquent l'éco-conception, etc., qui se retrouvent moins compétitifs? Il a réussi parce que, comme il a des usines où il fait travailler ses collaborateurs entre 75 et 125 heures par semaine, évidemment, ça lui coûte moins cher. Donc, il y a une première base qui est produit moins cher. Le deuxième, c'est qu'il a réussi à avoir une plateforme technologique qui a une capacité d'attractivité très importante parce qu'elle s'est beaucoup associée avec TikTok à une époque où très peu d'acteurs le faisaient. Il y a encore peu de marques de mode d'ailleurs qui utilisent ce type de vecteur. Résultat, avec TikTok, il a eu un coût d'acquisition qui a été très faible et une pénétration dans une première couche de population chez la Gen Z qui a été très rapide. Le troisième, c'est grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle prédictive, il sait très bien quel type de produit il doit fabriquer en permanence. Il fait tous les jours 8000 nouveaux produits. Ces 8000 nouveaux produits, il le sait grâce à sa capacité à scraper toutes les données qu'il peut y avoir partout dans le monde et donc de pouvoir analyser les produits qui vont marcher et de l'autre côté, voir quels sont les parcours qu'on peut avoir sur son site pour pouvoir se dire les meilleurs produits à fabriquer sont ceux-là. Il a pu le faire aussi parce qu'il a une agilité hors norme. Quand un Zara fait des produits en à peu près 3 semaines, une nouvelle collection en 3 semaines, Shein le fait en 3 jours. Donc cette capacité à la fois de pouvoir fabriquer pas cher, de pouvoir être très agile en fabriquant en 3 jours et d'avoir une créativité énorme en pompant la terre entière grâce au scrapping et à l'intelligence artificielle, évidemment, ça donne le succès de Shein. En soi, ça serait bien parce qu'ils ont une capacité d'adaptation et une intelligence technologique qui est très bénéfique. Malheureusement, ils le font et en exploitant les gens et en invitant à surconsommer. Avec un acteur identique qui essayerait de nous suivre dans notre consommation en consommant bien et bien sûr en payant normalement les gens, ça serait un très bon acteur. Très bien, mais merci pour cette précision.
Juliette, on a régulièrement parlé de la question de la régulation des plateformes en matière de cinéma, avec des inquiétudes notamment de la part des acteurs français, à la fois de se faire cannibaliser d'une certaine manière par le cinéma américain, ou avoir de moins en moins de ressources pour pouvoir se développer et produire des films. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un acteur qui est vertueux pour le cinéma et pour la planète, ou que c'est un acteur qu'il faut réguler, enfin, ou les acteurs qu'il faut réguler, pardon. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant comme comparaison avec la mode de secteurs, j'allais dire ancestraux, pas tout à fait, mais enfin, en tout cas, installés culturellement et qui ont vu leur structure complètement révolutionnée par l'apparition de nouveaux opérateurs. Le cinéma, c'est les plateformes et le Covid qui a permis l'essor des plateformes. La différence que je note là par rapport à la mode, même s'il y a tout un tas de ponts qui peuvent être faits, c'est que de toute façon, en exerçant en France, ces opérateurs-là sont de fait soumis à une régulation française, notamment tenue par le CNC, organe à la fois sur le financement et la régulation. Par exemple, sur les obligations d'investissement, les opérateurs historiques, j'allais dire les Canal+, OCS, ont des obligations d'investissement dans la production française depuis 2 ans, je crois, de la directive SMA. Les plateformes également. Donc, sur le chiffre d'affaires qui est réalisé en France, il y a une part qui doit être dédiée à l'investissement dans la production française. Donc, les opérateurs sont déjà soumis à de la régulation. Donc, on peut complètement imaginer que ce soit vrai aussi dans une perspective de transition de la filière. Par ailleurs, sur les contenus, alors c'est des débats sans fin, mais tout ça pour dire que les gens se parlent. Est-ce qu'un film Netflix doit aller au Festival de Cannes ou pas? Donc c'est le débat de l'Arlésienne tous les ans qui revient. Alors il y a des compromis qui sont trouvés. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, évidemment, mais enfin en tout cas, les gens se parlent. Le Festival de Cannes parle à Netflix, Netflix parle aux distributeurs indépendants, les producteurs parlent aux distributeurs. Alors, évidemment, chacun défend son intérêt et c'est normal. Malgré tout, on observe des prémices, j'allais dire, d'une forme de coopération qui est contrainte parce que tout le monde dépend de l'action publique, mais qui existe. Et alors, au fur et à mesure des discussions, il y a malgré tout des solutions qui se trouvent. Là où j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour la mode avec un acteur étranger. Et donc, c'est effectivement passé par le biais des réseaux sociaux, j'entends. Les plateformes sont aussi des producteurs en France. Par ce biais-là, elles sont soumises à la régulation française. Et en termes de mode de consommation, est-ce qu'il est plus souhaitable de se déplacer et d'aller au cinéma finalement, ou de regarder un film sur une plateforme? Et bien évidemment, je pose la question du flux, parce que généralement, on ne va pas en regarder qu'un seul. Alors, cette question, d'abord, opposer la salle à la plateforme, je pense que ce serait une erreur, nous, en tant que spectateurs, et puis nous aussi, en tant que professionnels. D'abord parce qu'on est en France, qu'il y a une chronologie des médias. Un même film n'est pas visible au même moment en salle ou sur une plateforme. Je mets de côté évidemment les films de patrimoine dans le cadre de restauration, etc. Mais si vous voulez voir un film en particulier, soit vous le regardez chez vous sur une plateforme, soit vous allez au cinéma. Vous n'avez pas le choix. Par ailleurs, pour opposer l'un à l'autre, il faudrait mesurer et avec précision. Donc pour ça, on ne peut pas affirmer dans l'absolu il est préférable de se déplacer dans une salle de cinéma ou il est préférable de regarder son film sur plateforme. Dans les deux cas, tout va dépendre de si vous allez au cinéma, de comment vous allez au cinéma, dans quelle salle vous allez au cinéma. Est-ce que vous voyez votre film, un film en 2D ou dans une salle dite premium? Si vous consommez des boissons, des confiseries, et si oui, lesquelles et comment? Quelle énergie est consommée sur place? Quels déchets vous générez? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et versus comment vous regardez votre film sur une plateforme, en quelle définition? Donc, si vous êtes en basse def, en haute def, en 4K, si vous regardez en 4G, en 3G, en Wi-Fi, si vous regardez sur votre téléphone, votre télé, votre ordinateur, tout ça, ce sont des paramètres qui font qu'il est impossible d'affirmer. Il est possible de comparer et de calculer, mais je n'ai pas de réponse absolue à donner à ce sujet. Très bien, et peut-être une dernière question sur le sujet des plateformes. Est-ce qu'il vous semble que c'est un acteur qui est sensibilisé à la question du changement climatique et qui s'engage en faveur de cette cause? Oui. Alors,
Sur la partie production, en tout cas, je sais, pour être sollicitée par certaines de ces plateformes, qu'elles s'interrogent, qu'il y a des enjeux d'image, et peu importe, hein, encore une fois, peu importe la raison pour laquelle on se pose la question, qu'elle soit éthique, encore une fois, on en parlait, qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit culturelle, ou qu'elle soit parce qu'il y a un enjeu d'image, qu'elle soit stratégique. À partir du moment où on a compris qu'on était concerné, alors c'est le plus important. Donc oui, les plateformes, pour des enjeux d'image notamment, se posent la question sur toute la partie production. Moi, j'essaie de travailler aussi sur l'enjeu du numérique, puisqu'évidemment, il y a un gros enjeu, on en parlait à l'instant du streaming, donc comparer la salle versus la plateforme. Il y a un gros enjeu numérique auquel, pour l'instant, les plateformes commencent à peine sur lequel les plateformes commencent à s'interroger. Mais donc, il faut bien distinguer la partie production des contenus et diffusion. Mais oui, je crois qu'en tout cas, on est dans cette dynamique-là et que, encore une fois, l'action publique va les engager et que des mouvements de coopération et collectifs comme CUT, qui essayent vraiment de mettre tout le monde autour de la même table, vont participer de cette dynamique. Merci pour ces informations qui sont plutôt rassurantes. Peut-être maintenant, il serait temps de voir un petit peu les solutions que l'on peut apporter, qui sont à la fois facilement déployables et peut-être celles qui sont plus compliquées à déployer. Yann, vous parliez d'un ticket réparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Un bonus réparation a été mis en place depuis maintenant 10 jours, qui nous permettent, quand on a un trou, quand on a un changement de doublure, quand on doit mettre des patins sur ces chaussures, de pouvoir trouver un certain nombre de professionnels pour pouvoir le mettre en place. De très nombreux acteurs l'ont mis en place. Ça va être, et je vais prendre deux extrêmes. Ça va être Zara d'un côté, qui le met en place dans ses boutiques. Et de l'autre côté, ça va être une plateforme en ligne comme Tilly, qui fait de l'ubérisation, on va dire, de la réparation. Et qui est un acteur qui est installé depuis à peu près une dizaine d'années en France et qui permet de mettre en place ce type de changement directement chez soi. Donc il y a ces deux acteurs et puis après, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont homologués et qui permettront de mettre en place, là aussi, ces réparations. La base de transformation et d'économie, elle doit se faire avant tout dans notre propre comportement. Réfléchissez, pour chacun d'entre vous, quel est le nombre de vêtements que vous avez dans votre armoire. Et dites-vous, j'en ai 10, 20, 30, 40, 100, 400. Normalement, vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est-à-dire quand vous avez une vision à peu près objective du nombre de vêtements que vous pouvez avoir, eh bien, quand vous allez vraiment compter, vous en aurez le double. Donc cette première base et ces premiers gestes qui vont permettre d'aller mieux, c'est avant tout un comportement individuel qui permettra à chacun d'entre nous de nous dire désormais, est-ce que je dois acheter ? Alors d'ailleurs, il y a une communication de l'ADEME qui est assez maladroite. Je ne sais pas si vous avez vu la pub de l'ADEME. Alors c'est une pub qui montre un dévendeur. C'est-à-dire on va dans un magasin et il y a un dévendeur qui vous dit non, ces produits, vous en avez pas besoin. En fait, ne l'achetez pas parce que ce que vous portez sur vous, c'est déjà vachement bien. Il y a une bonne base philosophique à la chose. C'est-à-dire si tout le monde ici regarde ce que vous avez dans nos armoires, on peut tenir 10 ans. Mais malheureusement, psychologiquement, ça ne tient pas. Parce qu'il y a un vrai plaisir aussi à acheter des vêtements nouveaux. Et donc, je reviens dans ce vrai changement et le changement majeur. Il est dans cette capacité à non pas se culpabiliser d'acheter un nouveau vêtement. Il est plutôt dans l'envie d'acheter vraiment un nouveau vêtement. Et de se dire, tiens, je vais acheter un vêtement vraiment créatif. Tiens, je vais acheter un vêtement que je vais pouvoir vraiment revendre pour avoir une vision très monétaire de la chose. Ou je vais pouvoir acheter un vêtement que je vais pouvoir transmettre soit à mes amis, soit à mes enfants. Et quand on a ce changement psychologique, on enlève la culpabilisation d'un côté et on évite de faire de la surconsommation de l'autre. Très bien. Je crois savoir que Decathlon réfléchissait à un modèle d'économie de la fonctionnalité, donc à savoir non pas vendre un produit, mais avoir une forme de forfait, d'abonnement qui permet de rapporter son produit quand il est abîmé, quand il ne fonctionne plus. Est-ce que ce sont des réflexions qui sont à l'œuvre dans la filière aujourd'hui ? Alors, elles se mettent en place. Alors, c'est plus facile pour des acteurs. On va prendre Decathlon d'un côté, Zara. Zara a mis aussi en place une plateforme de seconde main. Pourquoi ? Parce que leur objectif, il est de passer d'une économie où je gère du produit, et plus je suis dans un marché de l'offre, et plus je vais pouvoir vendre, système qui ne peut pas fonctionner à terme parce qu'on voit qu'on est dans un phénomène de déconsommation. On voit qu'on doit moins produire, et de ce fait, quand on est uniquement dans un marché qui doit proposer uniquement des nouveaux vêtements, à terme, ça ne tient pas. Donc la base, c'est de passer de ce moment où je suis sur un marché de produits à un marché de clients.
Et je dois tenir mon client. Et je dois faire que mon client va penser à moi matin, midi et soir. C'est ce que peut faire des Apple, où Apple reste dans nos esprits. On voit 87% par exemple des consommateurs américains, les jeunes, ont des Apple. Et c'est la honte si je n'ai pas la petite bulle bleue. Et donc Apple doit être un référent pour tous les jeunes américains, parce que sinon on est hors du système. Eh bien, toutes les marques, les unes après les autres, se transforment aussi dans ce système où ça doit devenir incontournable. Et pour que ça devienne incontournable, je mets en place des systèmes de réparation, des systèmes de seconde main, tous ces systèmes qui vont nous inviter à vivre autour de la mode. Des marques comme Bash l'avaient mis en place aussi. Et donc Bash est en train de se transformer. Ils ont essayé des systèmes de location aux États-Unis qu'ils ont testés. Là, par exemple, sur le système de la seconde main, ils commencent à avoir des systèmes vertueux, c'est-à-dire économiquement positifs aussi pour eux. Très bien, ça c'est très intéressant. Et Juliette, on a vu que des choses positives se mettaient en place sur la filière prêt-à-porter. Pour le cinéma, quelles sont les pratiques qui se mettent en place? Quelles sont les réflexions? On en discutait. Vous avez conçu une fresque du film. Quel est l'écho? Comment ça fonctionne? Et est-ce que ça refuse? Avec plaisir pour parler de la fresque du film, mais si je dézoome un tout petit peu, oui, il y a tout un tas d'actions. Ce qui nous manque un tout petit peu là, à ce stade, c'est la structuration de toutes ces bonnes pratiques, de tous ces outils. C'est notamment, donc je parlais tout à l'heure de l'association CUT, Cinéma Uni pour la transition, qui a vocation à déjà mettre en lumière tout ce qui existe, donc sans se substituer à des choses qui se font déjà, mais si vous êtes exploitant d'une salle de cinéma ou organisateur de festival, vous allez sur le site de CUT et vous dites « Ok, d'accord, je sais ce que je peux faire. » Donc, ce que je peux faire, c'est-à-dire quels sont les outils à ma disposition. Il existe des chartes, il existe des calculateurs d'impact, notamment le calculateur carbone. Il existe des fiches pratiques, il existe des guidelines, il existe tout un tas d'outils dont il est aujourd'hui, d'où les enjeux de coopération dont on parlait, il est nécessaire de faire bénéficier le plus grand nombre. Tout le monde y gagnera et du temps et de l'argent et de l'expertise. Donc il y a tout cet enjeu-là d'abord de faire connaître tout ce qui existait. Et parce qu'il il existe déjà un certain nombre de choses, donc je pense notamment à tout ce qui est mesure. Il existe aussi, en termes de bonnes pratiques, tout un tas de formations qui peuvent être tout à fait spécialisées sur l'écoproduction de décors ou plus généralistes comme la fresque du film, qui effectivement est une déclinaison de la fresque du climat, un atelier de 3 heures pour les professionnels du film. Alors film parce que pas cinéma simplement, mais cinéma et audiovisuel, voire même de la pub. Des professionnels de la pub font la fresque du film dès lors parce qu'ils produisent du contenu vidéo et qui interroge justement sur notre dépendance à nous, professionnels du film, et qui démontre que nos besoins nous rendent d'abord interdépendants les uns des autres et surtout nous rendent vulnérables, comme je le disais tout à l'heure. La fresque du film existe depuis 1 an et demi. Il y a déjà plus de 500 professionnels du film qui l'ont faite. Donc j'imagine qu'elle doit être efficace. La formation est indispensable, mais c'est vraiment une première étape. Ce n'est pas en 3 heures que vous allez embarquer toute votre boîte ou que vous aurez tout compris. En revanche, vous aurez compris pourquoi vous êtes concerné. Dès lors, il y a encore tout un tas de choses qui peuvent être, mais parmi les bonnes pratiques, il y a évidemment la formation. Et je mettrais, alors même si ça recouvre un peu tout le reste, tous les enjeux de coopération, encore une fois, en faisant se parler les acteurs entre eux, vous constatez que vous allez beaucoup plus vite puisque certains se sont posés des questions. Et c'est là où c'est un peu difficile parce qu'il faut essayer de sortir. Je parle de l'exemple de salles de cinéma que j'essaie de faire se parler les unes avec les autres. Si des salles de cinéma ont inventé une charte qui est très efficace, qui remporte l'adhésion des exploitants, ça ne sert à rien qu'un autre circuit passe des heures et dépense de l'argent sur l'élaboration d'une nouvelle charte. Donc c'est dire, sortez des logiques concurrentielles, pas facile, hein, mais sortez sur ces enjeux-là à minima des logiques concurrentielles et ça bénéficiera à tout le monde, puisque les bonnes pratiques existent. Et celles qu'on doit encore inventer, parce qu'il y en a tout un tas, je pense par exemple à la mise en place d'un système de consignes dans les salles de cinéma, j'en sais rien, il y a tout un tas de choses qui pourraient être faites. Si quelqu'un a trouvé la solution, autant qu'elle en fasse bénéficier tout le monde, ou alors, encore mieux, autant qu'on soit plus nombreux à essayer de concevoir cette solution. Et comme ça, elle ruisselle plus facilement dans l'ensemble de la profession.
Eh bien, je vous remercie. Donc, on l'aura compris, si quelqu'un a trouvé une solution, qui n'hésite pas à se manifester. Et on vous remercie pour cet appel à travailler en commun. Il va nous rester une dizaine de minutes, donc je vous propose, si vous en avez, de poser vos questions. C'est très facile pour moi de vous inviter, car ce n'est pas moi qui vais y répondre. Donc voilà, le micro va tourner, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai une question. Netflix, dans mes souvenirs, c'est à peu près 25% de la consommation de l'Internet, grosso modo donc de l'énergie du haut digital. Est-ce que tu crois qu'on pourrait mettre en place tout un système de blocage pour éviter que les gens prennent nécessairement de la 4G, prennent toute une série d'options qui sont en général inutiles parce que tu n'as pas forcément la télé qui est à disposition, tu n'as pas forcément un ordinateur assez puissant pour le faire, et ainsi de suite? Alors Netflix, c'est 15% de la bande passante, mais effectivement, l'ensemble des plateformes, c'est 30% de l'occupation de la bande passante. Quand on parle de numérique, on parle à la fois de la fabrication, donc des terminaux de réception, des infrastructures de stockage, de l'ensemble, parce qu'on parle de dématérialisation, on devrait parler de digitalisation. Le numérique est très matériel. Donc on parle à la fois du côté fabrication et des usages. Dans les usages, on considère à la fois le stockage des données et les flux de données. Donc le streaming est un de ces points-là. De là à imaginer une régulation sur des quotas, en fait, si je comprends ta question. Non, c'est de voir comment est-ce que les gens arrivent à mettre en place les bonnes pratiques et évitent de surconsommer, parce qu'entre un film classique et en OD, je suppose que ça doit être au moins 4 fois plus de consommation. Exactement. Alors déjà, il y a ne serait-ce que inciter les opérateurs à paramétrer par défaut la diffusion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense à toutes les plateformes, y compris les MyCanal et compagnie. Alors MyCanal le fait depuis peu. Par défaut, vous êtes en basse def, à vous, utilisateurs, de passer en haut def si vous le souhaitez. Mais il y a un phénomène dans notre industrie qui s'appelle la course au format. Et en fait, effectivement, on a une course dans la... Mais bon, je suppose qu'il y a des choses, encore une fois, similaires dans la mode. On a tendance à augmenter la définition des films, mais de manière exponentielle, et pour des raisons qui échappent à tout le monde. C'est-à-dire que si on demande, mais pourquoi ce film doit être tourné en 8K plutôt qu'en 4K? Oui, mais c'est parce que tel acteur de la chaîne, souvent la plateforme, l'a demandé. D'accord. Et dans quel but? Alors, je vous passe le nombre de retours d'expérience que j'ai sur « Oui, mais alors, la plateforme m'a demandé de tourner en 8K, donc on va tourner en 8K. Oui, mais on peut pas, on va tourner en 4K. Bon, bah, on tourne en 4K, on leur donne en 4K, et puis personne ne l'a vu. Oui, on a tourné en 8K. Donc ça, j'en ai 1 milliard, des expériences comme ça. Et en fait, cette course au format, elle induit une multiplication du nombre de données, une multiplication de nombre de données en flux, en stockage, une augmentation des écrans, une augmentation évidemment de l'énergie consommée pour la diffusion. Tout ça pour vous dire qu'il y a des téléphones maintenant qui sont équipés en 8K. Je vous mets au défi de distinguer un contenu en 8K, 4K ou haut def sur un téléphone. Sur un écran, alors classique, hein, pas celui-là, mais on dit que pour distinguer les détails de la 4K, il faut être à moins de 40 cm. Qui regarde sa télé comme ça? Donc, bon, il y a des aberrations et qui sont comme ça des codes qui s'auto-entretiennent. Et là-dessus, effectivement, on pourrait imaginer une régulation. Comment? C'est assez délicat parce qu'en plus, on a des acteurs internationaux. Mais effectivement, il y aurait un vrai sujet là-dessus sur freiner cette course au format qui modifie depuis la caméra jusqu'à la diffusion, en tout cas, et jusqu'à la conservation sur l'ensemble de la vie du film. Alors c'est quasiment l'inverse dans la mode. C'est-à-dire il y a plutôt une course à la mauvaise qualité. Ouais. Parce que autant il faut regarder un film à 40 cm pour voir la différence entre les deux, autant toucher ton pull et dire oui, ça c'est du bon coton, en fait c'est compliqué. Et alors de dire c'est du coton bio, c'est quasiment impossible, c'est même totalement impossible. Donc de ce fait, la qualité baisse et le consommateur là aussi n'y connaît pas grand-chose. D'où la mise en place, par exemple, de l'affichage environnemental qui a pour objectif de nous montrer comment on peut avoir ce curseur. Mais là aussi, il est compliqué. Pourquoi? Parce que le polyester, le plastique, en fin de compte, c'est super solide. C'est normal, c'est du plastique.
Et comme c'est du plastique, il peut avoir un meilleur coefficient de durabilité. Donc, quelle note on doit donner entre un produit qui va pouvoir être plus fragile, mais dans des meilleures matières, du type le chanvre ou le lin, et de l'autre côté, un produit qui va être plus durable, mais qui est en plastique et qui, à la fois, va polluer les océans à cause des microfibres, ou finira sur les plages du Ghana, parce que de toute façon, on va jeter, et en plus, de toute façon, on pue dedans à cause de la transpiration. Donc, il y a un mix qui est très compliqué, on le voit pour le consommateur, où c'est une course en haut qui ne sert à rien, ou une course en bas qui nous détruit. Je repose une autre question, vous en avez une? Ah, Je vous suis sur les réseaux sociaux, vous prenez la parole sur les réseaux. Est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a des évolutions, on a vu que Vestiaire Collective qui boycotte 30 marques de fast fashion, vous prenez la parole, vous tentez de faire bouger les choses. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir, en Europe, faire quelque chose, boycotter Shein ou des marques de fast fashion? Est-ce que vous allez y arriver? alors, on est déjà en partie, enfin, il y a déjà un bon début, parce que là, on en parle. Alors qu'il y a un an, on n'en parlait pas. Donc, il y a une première phase, au moins de communication chez chacun d'entre nous, qui a déjà émergé. Et on a une deuxième qui est aussi une victoire, c'est que le gouvernement, l'appel de Bruno Le Maire à pouvoir réguler la chose, est une deuxième marche. Il y en a une troisième qui est celle des députés socialistes qui ont mis en place une procédure avec l'OCDE, donc au niveau européen, qui était aussi une troisième marche. Donc il y a quand même une envolée qui se fait dans les actions. Il y a un souci, c'est la croissance vertigineuse de Chine, où si on arrive à faire un truc d'ici 5 ans, si Chine, d'ici 5 ans, fait plus de 200 milliards, en fin de compte, il sera un tel interlocuteur qu'on va avoir du mal à le gérer. Et je vous rassure, les 200 milliards, ce ne sera pas que sur la mode, ça sera sur tous les segments, puisque ça sera un autre Amazon, mais avec des pratiques commerciales bien pires que ce qu'on peut avoir avec Amazon. Donc, est-ce qu'on peut agir contre Chine? Oui. Là, la seule logique, elle est hyper complexe, c'est de se dire on doit agir contre Chine dans une vision de comment est-ce que doit être le capitalisme et l'économie dans une période d'intelligence artificielle. Parce que Chine, sans l'intelligence artificielle, il n'y a pas cette capacité prédictive d'analyser ses produits, il n'y a pas cette capacité générative de faire 8000 nouveaux produits par jour. Donc Chine, c'est l'exemple même de qu'est-ce que donne l'économie effrénée dans un monde d'intelligence artificielle. Ce qui nous oblige donc à changer nos lois et nous dire désormais on doit mettre en place des lois qui régulent l'intelligence artificielle. Alors on le voit, il y a un début parce que le congrès qu'il y a pu y avoir à Londres il y a maintenant 15 jours montre qu'il y a un certain nombre d'États qui le prennent en compte, mais l'envers des possibles est démentiel. Il y a une gestion de nos data, il y a une gestion de notre production, il y a une gestion de notre consommation. Et de pouvoir désormais nous dire, eh bien, il faut réguler notre consommation, comme le fait le gouvernement chinois, qui interdit TikTok plus de 40 minutes par jour, ou qui empêche de vendre Chine en Chine. Est-ce que nous aussi, pays libéral qu'on est, on doit mettre en place une société qui est plus proche de la dictature? En soi, la réponse est normalement non. On ne peut pas répondre comme ça. Or, on le voit dans ce monde d'intelligence artificielle, il va falloir mettre en place des règles qui semblent absurdes. Eh bien, c'est l'équilibre qu'on a trouvé dans ce nouveau code de la route. Parce que quand il n'y a pas de code de la route, quand il n'y a pas de feu rouge, il y a des embouteillages partout et il y a encore plus de pollution. Désormais, on a à mettre en place un code de la route pour gérer l'intelligence artificielle, pour bloquer des interlocuteurs comme Chine, pour avoir aussi une économie à la fois plus vertueuse économiquement et plus écologique. On vous laisse une dernière chance pour poser une question si vous en avez une. Ah, là, ça se réveille. Bonjour, vous venez de réagir sur le fait que Chine ne peut pas être vendue en Chine. Je veux bien que vous détailliez ça parce que c'est une grande découverte. En fait, le marché ne les intéresse pas. Donc, il n'y a pas de marché en fait, pour ce type de produit qu'on peut directement trouver là-bas. Et comme toute l'économie est tenue en Chine à travers toutes les plateformes comme WeChat, etc., c'est clairement un marché qui a pour but de inonder le reste du marché plutôt que de travailler sur le marché intérieur. Donc TikTok ou Chine des deux côtés ont une logique avant tout d'expansion économique et sur pas d'autodestruction. C'est hyper cynique. Voilà.
Et si aussi vous la regardez, je ferai un post bientôt sur ce sujet, mais il y a Chine et Amazon. Regardez ce qui s'est passé en 25 ans avec Amazon. Et vous pouvez faire le parallèle de ce qui va se passer avec Chine. C'est-à-dire, Amazon, il y a 25 ans, se lance sur le livre parce que c'est facile à expédier. Chine se lance sur le t-shirt parce que là aussi, c'est facile à expédier. Ces deux boîtes qui sont ultra techno. Amazon a réussi, grâce au cloud, à avoir une économie rentable. Chine va aussi, à mon avis, justement, grâce à cette capacité d'intelligence artificielle, à unir plein de secteurs pour devenir une plateforme majoritaire et pour pouvoir envahir le monde. D'où les réactions que je demande désormais au gouvernement. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup Juliette. On arrive au terme de cette table ronde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de journée.